Malgré la guerre et le terrorisme, le Nigeria traverse l'une des périodes les plus fastes de son histoire et de son économie. Une embellie financière due en grande partie à la richesse de ses ressources pétrolières, mais aussi en raison d'un marché de la mode haut de gamme en plein boom. On regarde. Boire une coupe de champagne avant de faire du shopping, ça se passe comme ça à Temple Mews, un magasin de Lagos ouvert il y a 5 ans. Ces riches Nigérianes y trouvent des vêtements de créateurs étrangers, mais aussi et surtout de stylistes locaux. Nous avons beaucoup de talent au Nigeria. Temple Mews a été créé pour leur offrir une plateforme pour montrer leurs produits. Ce qu'on a fait simplement, c'est de prendre certains des meilleurs designs nigérians et de les exposer côte à côte avec certains des meilleurs designs et marques internationales. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria compte beaucoup de grosses fortunes. Pour ces femmes, faire du shopping de luxe à domicile est un plaisir nouveau. Le marché de la mode et de la haute couture s'est professionnalisé au Nigeria ces dernières années. Le prix des robes de soirée commence à plusieurs centaines d'euros. Vous savez, vous voyagez dans d'autres pays. Je voyage beaucoup. Je vais à Miami, Londres. J'ai des amis et de la famille là-bas. Ils me disent « Où as-tu trouvé ça? C'est fait au Nigeria, je peux pas le croire, c'est super. » Ça a beaucoup changé ces dernières années et on est arrivé à un point où je pense que nous sommes au standard international. C'est super. Lanré fait partie de la dizaine de stylistes en vogue qui s'exportent. Elle produit tous ses articles au Nigeria mais vend aussi à l'étranger, chez Dolce & Gabbana, et prépare une vente à Florence. Selon elle, il reste des progrès à faire pour économiser certains coûts et former une main-d'œuvre locale. On a besoin de plus de professionnalisme en termes de travailleurs qualifiés. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. On voit des gens qui cherchent à faire des écoles. Ça rendrait l'industrie plus profitable. S'installer au Nigeria est cher et parfois compliqué. Mais les grandes marques internationales ne reculent pas pour autant. Hermenegildo Zegna, numéro 1 du mondial du prêt-à-porter haut de gamme pour hommes, a choisi Lagos pour ouvrir sa première franchise en Afrique subsaharienne. Une des idées préconçues a toujours été que le marché du luxe ne veut pas fonctionner ici parce que les Nigérians aiment voyager et qu'ils aiment acheter en dehors du Nigeria, qu'ils aiment l'idée de descendre les Champs-Élysées ou la Via Monte Napoleone à Milan ou Bond Street à Londres et qu'on ne peut pas vivre ici. Certes, on ne peut pas répliquer ces rues ici, en tout cas pas pour l'instant, mais on pense que si les Nigérians achètent là-bas, c'est parce qu'il n'y a rien ici. Déjà un des carrefours économiques les plus importants d'Afrique, certains espèrent que Lagos deviendra aussi un des grands carrefours de la mode. Et on va rester sur le continent africain, direction la Côte d'Ivoire, une plaque tournante dans le commerce des pagnes. Fin novembre, une entreprise spécialisée dans la confection de pagnes de luxe y organisait un grand défilé de mode digne des podiums de haute couture. Eric, racontez-nous. En effet, il s'agit de l'entreprise néerlandaise Vlisco qui vient de souffler ses 170 bougies. Et 170 ans, ça se fête. Alors, pour célébrer cette longévité, Vlisco a organisé un défilé à Abidjan, le poumon économique du pays. Et comme on peut le constater sur ces images, l'événement n'avait rien à envier à ceux que l'on peut voir dans les grandes capitales européennes lors de la Fashion Week notamment. Observez d'ailleurs les mannequins qui défilent, on peut voir ces espèces de paréos de 6 mètres de long sur lesquels sont imprimés des motifs africains. La précision et la qualité des motifs qui ont fait la renommée d'ailleurs de Vlisco. Je vous propose d'entendre le témoignage suivant. C'est le pagne de luxe, c'est la référence en termes de mode, c'est la référence en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et Vlisco, c'est le haut de gamme, ce sont des pagnes de qualité. Et c'est le pagne qui fait la mode en Afrique de l'Ouest et du Centre. En tout cas, Eric, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est que la référence des pagnes africains, eh bien, c'est une entreprise européenne. C'est vrai Valérie. Et en plus, on peut le préciser, à l'origine, ces pagnes sont d'inspiration indonésienne puisqu'ils s'inspirent de ce qu'on appelait les batiks indonésiens, des espèces de paréos qu'on voyait sur l'archipel. Malgré cela, le continent africain assume totalement cette apparente contradiction et ces tissus font la fierté. C'est un symbole de renommée pour les Africains. On peut écouter d'ailleurs et regardez surtout cette femme qui est vêtue d'une robe occidentale colorée à base justement d'un pagne. On peut porter un pagne et avoir un modèle occidental et je trouve que c'est un très très bon mélange.
Bon, alors maintenant, vous nous avez fait rêver. On a parlé de mode. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Bonne question. Alors, pour le bas de gamme, on est entre 3 et 10 euros, contre 18 à 23 à peu près en moyenne pour des marques un peu plus cotées. Par contre, pour du haut de gamme, comme ces pagnes de luxe, on avoisine quand même les 60 euros. Alors, pour bon nombre d'Occidentaux, cela peut sembler accessible, mais en réalité, il faut comprendre que ça correspond à 2/3 du salaire moyen en Côte d'Ivoire. Donc, ces pagnes de luxe restent encore un peu inaccessibles pour la grande majorité des Africains. Merci beaucoup, Eric. Au Mexique, les barons de la drogue amènent leur goût du luxe jusque dans leur tombe. Ils font construire des mausolées aux décorations dignes des plus grands hôtels 5 étoiles, un symbole fort. Dans ce pays où la narcoculture n'a cessé de gagner du terrain lors de ces 10 dernières années, on regarde tout de suite le sujet signé Andrea Benisti. 2 étages, air conditionné et vitres blindées. Pourtant ici, nous ne sommes ni dans un hôtel, ni dans une rue pavillonnaire. Les statues à la face pieuse et rédemptrice prient le ciel au sommet de ces mausolées. Un cimetière de luxe uniquement dédié aux narcotrafiquants. Équipés d'alarmes et même de caméras de vidéosurveillance, ces petites bâtisses sont autant de lieux de pèlerinage pour de nombreux narcotrafiquants mexicains. Leurs successeurs viennent s'y recueillir, comme dans la chapelle de Jésus Malverde, un saint populaire adulé par de nombreux trafiquants. Il y a beaucoup de personnes pauvres qui viennent ici le jour de son anniversaire. C'est son jour à lui. Cela ne veut pas dire que nous sommes des trafiquants. Nous sommes ici pour lui demander des miracles. Cette chapelle verte a été construite en l'honneur de Jésus Malverde. Le Robin des Bois de Culiacán a même ses dévots qui lui apportent des offrandes. D'après la légende, le saint volait les riches pour donner aux pauvres avant d'être pendu dans les années 1900. Une chapelle parmi de nombreuses tombes tout aussi luxueuses et grandiloquentes. Le symbole de la prédominance de la culture du narcotrafic au Mexique qui a évolué rapidement au cours des dernières décennies. Nous voyons cette narcoculture dans les stationnements, dans les rues, les maisons, les cimetières, partout. C'est délicat et ça m'inquiète parce que c'est une culture de transgression qui est en train de se normaliser. La construction de nouveaux mausolées splendides se poursuit pour accueillir les prochains narcotrafiquants morts. De minuscules temples dont certains peuvent coûter jusqu'à 290 000 $. Et quand on parle de luxe, on pense évidemment à la France, le leader mondial du marché, un marché alimenté en partie par la vente d'objets ayant appartenu à l'histoire du pays. Et la mairie de Paris a d'ailleurs décidé de mettre en lumière l'un des objets fleurons de la capitale française. Jonathan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on pense Paris, on pense souvent à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, le Paris Saint-Germain, aussi le Sacré-Cœur. Mais ce que l'on associe moins à Paris se trouve pourtant sous nos pieds. Et ils ont une valeur tout à fait inestimable, ce sont les fameux pavés parisiens. Ils ont écrit l'histoire de la capitale, qui ont servi aux étudiants de la Sorbonne en mai 68 pour manifester leur mécontentement contre l'ordre en place. Des pavés qui ont donc rejoint la postérité et dont les surplus ont été amassés dans un grand centre de stockage de la banlieue parisienne, à Bonneuil-sur-Marne, dans l'Essonne. Il faut savoir que les services de voirie de la mairie de Paris extraient chaque année 10 000 tonnes de pavés, des pavés parfois cachés sous le bitume des rues de la capitale française. On les recouvre de bitume pour une raison très précise, Valérie. On écoute tout de suite le responsable du centre de maintenance de la mairie de Paris nous révéler le secret. À Paris, les pavés sont enterrés. Les pavés sont enterrés à partir de mai 68, enfin de 1968, on a commencé à recouvrir les pavés de béton bitumineux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pavés qu'on ne voit pas dans Paris, mais qu'on découvre à l'occasion des travaux. Et certains de ces pavés récupérés vont être mis en vente par la mairie de Paris. Oui, ces pavés sont sur le point de devenir des objets aussi prisés que le fameux porte-clés Tour Eiffel en vogue dans les rues de Paris, ou le t-shirt I Love Paris que les touristes aiment. Depuis cet été, la mairie de Paris commercialise donc ce qu'il faut considérer comme l'objet symbole de ces différentes révolutions parisiennes. D'ailleurs, une jeune entrepreneuse en a fait son créneau puisqu'elle les récupère pour les peindre aux couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, ou les couvrir aussi d'or. Et son commerce fonctionne, Valérie, puisque des clients venus des États-Unis, de République tchèque, d'Australie aussi, viennent lui acheter ces précieux pavés, des pavés vendus entre 60 et 150 € pour les plus luxueux. Pour la jeune entrepreneuse, ces pavés témoignent de l'histoire de Paris. On l'écoute.
On ne sait pas si Coco Chanel, le général de Gaulle, Napoléon a marché sur ce pavé en particulier, mais on sait qu'ils ont été témoins en fait, des siècles passés. Et il n'y a pas plus vrai que de ramener un bout de Voilà, pierre. si vous rêvez d'avoir un pavé au milieu de votre salon, messieurs, Il y a c'est le moment. Paris-Roubaix et pavé à Paris aussi. Allez, on va rester à Paris et prendre la direction du Val d'Oise. C'est là que se cache le temple de l'horlogerie du luxe à la française. Un féru de sport mécanique a su allier son sens de la précision et la mise au point avec la fabrication des montres réservées aux plus riches. Regardez. Il a troqué sa voiture de course pour un plus classique 4x4. Mais cet ancien pilote amateur reste un mordu de sport mécanique, à tel point qu'il a décidé il y a 11 ans d'en faire sa marque de fabrique. On a le centre de la pièce en titane, les deux couronnes qui sont avec les trous en inox et vous avez le protège-couronne qui reprend la forme d'un étrier de frein, ce qui nous donne une montre qui ressemble à un disque de frein. Dans sa manufacture de montres tout à son effigie, la Formule 1 est en embuscade derrière chaque étape de production. Ici, tout est fabriqué sur place, du boîtier au mécanisme en passant par la cinquantaine de vis nécessaires pour assembler chaque montre. Pas de place à l'erreur dans ce temple de la précision où la loupe est omniprésente. Celle-ci grossit jusqu'à 50 fois la pièce travaillée. On superpose un calque sur l'écran et on voit si le calque superposé par rapport à la pièce, ça correspond bien. On travaille pratiquement au micron, entre le micron et 5 microns maximum. Et on travaille surtout le sur-mesure. Chaque client peut commander sa couleur d'aiguille, son boîtier et son cadran. Il lui faudra juste être patient. BRM et ses 21 salariés plafonnent à 2000 montres par an quand les géants suisses de l'horlogerie en produisent au moins autant chaque jour. Un luxe personnalisé qui se paie entre 2000 et 15 000 euros la montre. Mais à en croire son patron, ce luxe plaît jusque dans les plus hautes sphères de la planète. On est très content de voir qu'au dernier G20, il y avait environ 50% des gens qui avaient une BRM au bras. Très content aussi de leur label Made in France. Alors quand le client ne réclame pas de graver le numéro de son châssis de voiture ou un mot doux pour sa femme, c'est un cocorico que l'on inscrit pour toujours au dos du boîtier.